Imaginez que nous remontions ensemble le fil du temps, bien au-delà des chroniques de l'histoire humaine, jusqu'à un monde où la Terre se présentait sous un visage méconnaissable. Fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter. Le bruit familier des villes modernes s'éteint. À sa place, un silence lourd se déploie, interrompu seulement par le souffle du vent chargé de glace. Devant vous s'élève un mur blanc, immense, une barrière de givre et de neige haute de plusieurs centaines de mètres. Vous êtes désormais aux portes de l'âge de glace. Cet âge n'est pas une simple saison d'hiver prolongée. Ce n'est pas non plus un épisode unique dans l'histoire du climat. C'est une époque qui a duré des millions d'années, scandée par des cycles de gel et de réchauffement. Un monde où la lenteur était souveraine. Car si l'on pouvait sentir la morsure du froid dans l'air, aucun être humain n'aurait pu percevoir, au cours d'une seule vie, les changements monumentaux qui se produisaient. Les glaciers avançaient comme des armées patientes, reculant parfois, puis revenant à la charge. Dès les premières images, le décor paraît paradoxal. Ce n'est pas une planète figée, immobile, sous une chape de glace, mais une terre vivante, mouvante, dramatique. Les calottes s'étendent sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Nord, transformant les continents. Les fleuves deviennent des rubans gelés. Les montagnes sont broyées par la pression. Mais plus au sud, la chaleur subsiste. Les forêts verdoyantes, les fleuves puissants et même les déserts brûlants continuent à respirer. C'est dans cette juxtaposition des extrêmes que se révèle toute la singularité de l'âge de glace. Pour l'humanité moderne, qui n'a connu qu'un climat relativement stable, ce voyage est déroutant. Pourtant, c'est dans ce théâtre grandiose que se sont jouées les premières pages de notre histoire. De petites tribus d'hommes et de femmes, emmitouflés dans des fourrures grossières, marchaient aux côtés de bêtes colossales disparues depuis longtemps. Autour de feux vacillants, ils racontaient des histoires, gravaient des formes sur la pierre, sans savoir qu'ils étaient les acteurs d'une ère qui marquerait à jamais le destin de l'espèce humaine. Ce récit que nous entreprenons n'est pas un simple exposé scientifique. C'est une immersion dans un passé lointain où le temps s'étirait, où les forces de la nature sculptaient la terre comme un sculpteur modèle son bloc de pierre. Les indices de ce monde perdu se cachent encore aujourd'hui dans la glace de l'Antarctique, dans les vallées en nu des Alpes, dans les fossiles figés dans le permafrost sibérien. Chaque fragment est un morceau de puzzle qui, assemblé, nous raconte comment notre planète a survécu à une ère de glace infiniment plus vaste que nos vies. Et pour entrer dans ce voyage, il faut accepter de ralentir, car l'âge de glace ne se comprend pas à la cadence d'un battement de cœur, ni même à celle d'un siècle. Il se déploie sur des dizaines de millénaires, parfois plus. C'est une respiration planétaire, un souffle profond qui avance et recule, un mouvement dont nous ne percevons que les traces. Au fil de cette aventure, nous allons marcher sur les pas des mammouths, entendre le craquement des glaciers, suivre les premiers hommes dans leur lutte contre le froid. Mais nous allons aussi découvrir que derrière la glace se cachait une mécanique subtile, la danse orbitale de la Terre, ses oscillations, ses inclinaisons, comme une horloge cosmique réglant le pouls de la planète. Nous verrons que la glace, loin d'être une simple prison, fut aussi un berceau, berceau de paysages, de peuples, d'histoires et même de mythes qui continuent d'habiter notre imaginaire. Alors, prenez place. Laissez la chaleur de votre présent se dissiper un instant. Devant vous s'ouvre un monde à la fois hostile et magnifique, silencieux et grouillant de vie. C'est le commencement d'un voyage au cœur de l'âge de glace.
Et ce n'est que la première étape. Lorsque l'on contemple l'immensité glacée de l'âge de glace, on pourrait croire que la Terre a basculé soudainement dans un hiver sans fin. Mais la vérité est bien plus complexe et fascinante. Rien ne s'est figé en une seule nuit. Tout s'est joué dans une mécanique lente, orchestrée par la danse millénaire de notre planète autour du Soleil. C'est cette mécanique, invisible à l'échelle humaine, qui a rythmé l'alternance des ères glaciaires et des périodes plus clémentes, appelées interglaciaires. La clé de ce mystère réside dans ce que les scientifiques nomment les cycles de Milankovitch, en hommage à l'astronome serbe qui, au début du XXe siècle, a révélé les subtils secrets de l'orbite terrestre. Imaginez la Terre comme une toupie fragile. Elle ne tourne pas simplement sur elle-même et autour du Soleil. Elle bascule, oscille, vacille même. 3 mouvements gouvernent ce ballet. L'excentricité, qui modifie la forme de son orbite, tantôt presque circulaire, tantôt plus elliptique, l'inclinaison, qui détermine l'angle de la Terre par rapport au Soleil, et donc la violence des saisons, et la précession, ce lent balancement de l'axe terrestre comparable au mouvement d'une toupie qui perd son équilibre. Ces cycles ne s'expriment pas en jours ni en années, mais en dizaines de milliers d'années. À chaque changement, l'intensité de la lumière solaire, qui atteint les hautes latitudes, varie légèrement. De minuscules différences, à peine perceptibles, mais qui, accumulées au fil des siècles, façonnent le destin du climat mondial. Lorsque l'inclinaison s'affaiblit, les étés au nord deviennent moins chauds, la neige de l'hiver fond plus difficilement, et petit à petit, les glaces s'accumulent. Quand l'inclinaison s'accentue ou que l'orbite se modifie, les étés regagnent en vigueur, les glaciers reculent et la planète reverdit. Ce va-et-vient climatique peut sembler presque mécanique, mais il ne s'agit pas d'un simple bouton marche divisé par arrêt. Le climat est une toile d'équilibre fragile. Lorsque les glaces s'étendent, elles réfléchissent davantage la lumière du soleil, accentuant encore le refroidissement. L'air s'appauvrit en dioxyde de carbone, aspiré par des océans plus froids, ce qui réduit encore la chaleur retenue dans l'atmosphère. C'est une réaction en chaîne, un engrenage où chaque dent entraîne la suivante, précipitant la Terre dans un froid plus profond. Mais l'histoire inverse existe aussi. Lorsque la glace se retire, la planète s'assombrit légèrement. Les océans libèrent à nouveau du gaz carbonique, piégeant plus de chaleur, accélérant le dégel. Ainsi, le climat de la Terre n'a jamais été une ligne droite, mais une oscillation permanente, un pendule colossal qui balance entre glace et réchauffement. Imaginez maintenant vivre dans ce monde. Pour un homme du Paléolithique, la progression d'un glacier était invisible. Son existence entière, de la naissance à la mort, pouvait se dérouler à quelques centaines de kilomètres d'un mur de glace qui, à ses yeux, semblait immobile. Et pourtant, sur l'échelle des millénaires, cette masse avançait inexorablement, remodelant vallées et plaines. Le contraste est saisissant. Une force irrésistible, mais qui se déploie avec une lenteur imperceptible. C'est ce paradoxe qui rend l'âge de glace si fascinant. La rencontre entre la brutalité des éléments et la douceur des rythmes cosmiques. Sous nos pieds, la terre craquait, se déformait, se laissait sculpter par le gel. Mais au-dessus de nos têtes, c'était le ciel qui dictait la cadence par le simple jeu de l'ombre et de la lumière. Et parfois, la mécanique céleste recevait des coups de théâtre inattendus. D'immenses éruptions volcaniques projetaient des nuages de cendres, voilant le soleil durant des années, renforçant le froid.
Les océans, en modifiant leur courant, transportaient la chaleur vers les profondeurs, privant la surface de douceur. Chaque élément de la planète, du plus grand volcan au plus infime courant marin, devenait acteur d'un drame global qui se jouait sur des dizaines de milliers d'années. Ce chapitre de notre voyage nous rappelle une vérité essentielle. Le climat est une machine subtile, sensible, toujours en mouvement. Rien n'y est permanent. L'âge de glace n'était pas seulement une ère de froid, mais une respiration colossale, un rythme lent qui battait bien avant que l'homme ne puisse en prendre conscience. C'est ce souffle profond, orchestré par les astres, qui a préparé le décor des vastes plaines glacées, des montagnes broyées et des migrations humaines à venir. Et c'est dans ce cadre, imposé par la danse invisible de la Terre, que se dessine la prochaine étape de notre récit, la découverte des paysages de glace, des horizons figés et de la vie surprenante qui les habitait. Imaginez-vous debout, au cœur d'un paysage qui ne ressemble à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Devant vous, une muraille de glace se dresse à perte de vue, une forteresse translucide haute, comme des montagnes. Le vent y siffle avec une violence sèche, charriant des particules de neige qui fouettent le visage comme des milliers d'aiguilles invisibles. L'air lui-même semble plus lourd, saturé d'un froid qui s'infiltre jusque dans les os. C'est l'un des visages les plus saisissants de l'âge de glace. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la planète entière n'était pas ensevelie sous cette chape glacée. En réalité, elle était un patchwork de contrastes extrêmes. Plus au sud, loin des calottes, la chaleur subsistait. Les fleuves serpentaient encore dans des plaines fertiles, les forêts s'étendaient avec luxuriance, et dans certaines régions, les déserts poursuivaient leur règne implacable. Ainsi, tandis que l'Europe du Nord et une grande partie de l'Amérique étaient figées dans une ère blanche et silencieuse, les tropiques bruissaient toujours du chant des oiseaux et du tumulte des jungles. Cette dualité donnait à la Terre un caractère dramatique. Des paysages de glace imposants côtoyaient des oasis de vie. On pouvait passer, en parcourant quelques milliers de kilomètres, des steppes balayées par les vents aux jungles saturés de chaleur et d'humidité. Pour les animaux comme pour les hommes, ce monde était à la fois un piège et une promesse. Dans les terres glacées, il fallait survivre aux hivers interminables. Dans les zones tempérées, il fallait s'adapter aux migrations constantes, aux saisons changeantes, aux sécheresses et aux crues. Approchez-vous un instant de cette barrière glacée. Sa surface, d'un bleu profond par endroits, se craquelle avec des grondements sourds, comme le souffle d'une bête endormie. Parfois, un pan entier s'effondre dans un vacarme assourdissant, déclenchant des avalanches de neige et des vagues de glace pilée qui roulent jusqu'aux plaines. Le paysage n'est pas immobile. Il respire, il se transforme lentement, mais avec une puissance colossale. Et pourtant, la vie persistait. Sur ces plaines gelées, des herbes robustes, capables de résister au froid, s'accrochaient à la moindre parcelle de terre libre. Elles formaient la base d'une chaîne alimentaire qui allait nourrir des troupeaux immenses d'herbivores. Car l'âge de glace, loin d'être un désert de mort, était un monde vibrant. Les aurores boréales embrasaient le ciel polaire de flammes vertes et rouges. Le sol, marqué de cicatrices, portait les empreintes des géants qui l'arpentaient. Pour un observateur moderne, ce contraste est déroutant. Comment la vie a-t-elle, elle pu prospérer dans un tel environnement? La réponse est simple et grandiose à la fois. L'adaptation. Chaque espèce, qu'il s'agisse des mammouths au pelage épais ou des renards arctiques au manteau changeant, avait trouvé son rôle dans cet immense échiquier climatique. Même les hommes préhistoriques savaient tirer parti de ces contrastes suivant les saisons, cherchant refuge dans les vallées plus douces
et s'aventurant parfois jusqu'aux frontières glacées pour chasser et explorer. Ce décor de glace et de contraste n'était pas qu'un arrière-plan. C'était le théâtre vivant d'une histoire de survie, de migration et de métamorphose. Chaque vallée sculptée par un glacier, chaque plaine balayée par le vent, chaque forêt préservée au sud racontait un chapitre de cette ère. C'était un monde où les opposés coexistaient, où le froid et la chaleur, la stérilité et l'abondance, la mort et la vie se côtoyaient en permanence. Et dans cette immensité paradoxale, une vérité s'imposait. L'âge de glace n'était pas figé. Il évoluait sans cesse, avançant et reculant, façonnant la terre avec une patience infinie. Les paysages que nous allons explorer maintenant ne sont pas de simples décors. Ce sont les preuves d'une planète en perpétuel mouvement, sculptée par les forces invisibles du climat et animée par des créatures d'une démesure qui défiait l'imagination. Dans ce monde glacé, les véritables protagonistes ne sont pas seulement les glaciers ou les vents impitoyables. Ce sont les créatures qui régnaient sur ces plaines infinies, des animaux si grands et si étranges qu'ils semblent aujourd'hui tout droit sortis d'un conte. Bienvenue dans le royaume des géants de l'âge de glace. Imaginez un troupeau de mammouths laineux avançant lentement sur la steppe gelée. Le sol tremble sous leurs pas et leurs silhouettes massives se découpent contre l'horizon blanc. Leur pelage long et emmêlé, épaissi par une couche de laine fine, les protège d'un froid qui tuerait en quelques heures un homme non préparé. Leurs défenses recourbées, semblables à des sabres d'ivoire, s'abaissent jusqu'au sol et leur permettent de gratter la neige pour atteindre les herbes cachées en dessous. Ces colosses, loin d'être des bêtes solitaires, vivaient en groupes solidaires, avançant en files interminables comme des navires d'une flotte ancienne. À leur côté erraient les mastodontes, cousins trapus, aux défenses plus droites, habitués à évoluer dans les forêts clairsemées des zones tempérées. Les bisons des steppes, plus massifs encore que leurs descendants modernes, se rassemblaient par milliers. Leur souffle formait des nuages dans l'air glacé et leur épaisse toison leur permettait de braver des blizzards interminables. Les rennes, ancêtres des caribous, parcouraient inlassablement ces terres, leurs sabots fendant la neige comme des outils forgés par la nature. Mais les herbivores n'étaient pas les seuls maîtres de ce monde. L'âge de glace fut aussi celui des prédateurs, sculptés pour la puissance et la survie. Les célèbres tigres à dents de sabre, ou smilodons, incarnaient la peur à l'état pur. Leurs crocs, longs comme des poignards, n'étaient pas faits pour un combat prolongé, mais pour une attaque fulgurante, destinée à abattre d'un seul coup une proie imprudente. Tapis dans les hautes herbes glacées, ces ombres félines bondissaient avec une brutalité effroyable. Plus loin, dans les plaines ouvertes, rôdaient les lions des cavernes, presque 2 fois plus grands que les lions d'aujourd'hui. Chassant probablement en groupe, ils étaient capables de faire tomber les proies les plus imposantes, même les jeunes mammouths. Leur rugissement, amplifié par l'écho des vallées gelées, devait résonner comme un tonnerre, glaçant le sang de tout être vivant. Et puis, il y avait les loups géants, ou dire wolves, plus robustes que nos loups modernes, dotés de mâchoires capables de briser les os. Ils suivaient les troupeaux comme une ombre persistante, patientant jusqu'à ce qu'un animal faible ou blessé se laisse distancer. Autour de ces titans, des créatures plus modestes trouvaient aussi leur place. Les renards arctiques changeaient de pelage au rythme des saisons, devenant invisibles dans la neige. Les petits rongeurs, tapis sous la glace, creusaient des réseaux de tunnels qui servaient de garde-manger aux prédateurs. Même les oiseaux avaient adapté leur vie à ce monde.
Certains restaient dans le froid, d'autres migraient vers le sud chaque année, suivant le balancier des saisons. Ce qui rendait ces géants si extraordinaires, ce n'était pas seulement leur taille, mais leur résilience. Chacun possédait une panoplie d'adaptations étonnantes. Les mammouths, par exemple, avaient un sang capable de transporter l'oxygène, même à très basse température. Les bisons formaient des cercles compacts pour protéger leurs petits des prédateurs, opposant leurs cornes aux fauves. Quant aux prédateurs, ils développaient des stratégies collectives ou des embuscades d'une efficacité redoutable. Pourtant, ce monde n'était pas figé dans un équilibre parfait. Il s'agissait d'une lutte constante. Chaque repas, chaque déplacement, chaque saison était une épreuve. Le froid, la faim, les prédateurs, les tempêtes, tout concourait à faire de la survie un combat quotidien. Et c'est justement dans cette lutte acharnée que la nature révéla toute sa créativité, forgeant des créatures inoubliables qui allaient marquer à jamais l'imaginaire humain. Car il faut imaginer nos ancêtres face à ces géants. Leurs yeux devaient briller d'effroi et d'admiration en observant un mammouth surgir de la brume ou en entendant les hurlements lointains d'une meute de loups. Dans ces rencontres, il y avait à la fois la promesse de nourriture et la menace de la mort. Les animaux de l'âge de glace étaient bien plus que de simples voisins. Ils étaient des adversaires, des alliés involontaires, des sources de mythes. Les peintures rupestres en témoignent encore aujourd'hui, traces d'une fascination ancienne qui relie notre humanité au monde disparu des géants. Et dans ce vaste théâtre, un nouvel acteur allait bientôt apparaître, fragile et ingénieux, condamné à inventer pour survivre l'homme. Sa rencontre avec ces créatures allait changer à jamais le cours de l'histoire. Dans l'ombre des géants, un autre protagoniste se frayait un chemin sur les plaines glacées. L'homme, fragile face au froid mordant, démuni sans griffes ni crocs, il semblait d'abord bien insignifiant au regard des mammouths, des lions des cavernes ou des loups géants. Pourtant, c'est lui qui allait transformer ce décor en un théâtre de survie et de création. L'âge de glace ne fut pas seulement l'époque des animaux titanesques, ce fut aussi l'épreuve fondatrice de notre humanité. Imaginez une petite bande d'hommes et de femmes progressant à travers la steppe balayée par les vents. Leurs corps sont enveloppés de fourrures épaisses, ajustés tant bien que mal avec des tendons séchés. Leurs pieds foulent un sol gelé, souvent instable, où chaque pas peut signifier une embuscade ou une chute fatale. Leurs mains, pourtant si vulnérables au froid, tiennent des lances dont les pointes de silex scintillent sous la lumière blafarde du ciel. Ils avancent avec prudence, leurs yeux fixés sur l'horizon où des silhouettes de bisons se dessinent. La faim pousse, la peur retient, mais la chasse est leur seule promesse de survie. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas dépourvus d'ingéniosité. Dans un monde hostile, ils transformaient chaque élément en ressource. Les os massifs des mammouths devenaient des armatures pour leurs abris, recouverts de peaux tendues qui claquaient au vent comme les voiles d'un navire perdu dans une mer blanche. À l'intérieur, les familles se regroupaient autour d'un trésor fragile, le feu. La flamme vacillante n'était pas seulement chaleur et lumière, elle était frontière. Elle séparait la vie de la mort, la sécurité de la nuit glacée. Autour de ce feu, l'humanité se découvrait. On y partageait des repas, on y soignait des blessures, on y racontait des histoires. Les voix résonnaient dans la nuit, mêlées au craquement du bois et au hurlement lointain des loups. Ces récits, mi-souvenirs de chasse, mi-rêves de survie, devenaient mémoire collective.
Il transmettait aux enfants les leçons du danger, mais aussi l'espoir que demain apporterait encore un lever de soleil. Les outils étaient tout aussi essentiels que le feu. Les premiers éclats de silex taillés servirent à découper la chair, à racler les peaux, à préparer les vêtements. Peu à peu, la technique se raffina. Les lames devinrent plus fines, les pointes plus acérées, les arcs et les saguets plus efficaces. L'os et l'ivoire, abondants grâce aux géants abattus, complétaient cette panoplie. Chaque invention n'était pas seulement un progrès technique, mais un pas vers une forme d'indépendance face aux forces brutales de la nature. Mais l'homme ne se contentait pas de survivre, il créait. Dans les profondeurs des cavernes, loin du tumulte des blizzards, des mains laissèrent des empreintes rouges et noires. Des mammouths, des chevaux, des bisons prirent vie sur les parois. On y voit des silhouettes dynamiques, presque animées, tracées avec une précision et une intensité qui dépassent le simple besoin de communication. Étaient-ce des prières, des rituels pour attirer la chance à la chasse, des témoignages d'admiration pour les bêtes gigantesques qui peuplaient leur monde? Nul ne peut l'affirmer. Mais une chose est certaine, dans ses peintures, l'homme de l'âge de glace affirmait déjà son désir de laisser une trace, d'inscrire son regard sur le monde. Les figurines sculptées, comme les fameuses Vénus aux formes généreuses, racontent une autre histoire. Elles sont le reflet d'une spiritualité naissante, d'un rapport au corps, à la fécondité, à la survie de l'espèce. Ce sont les premières œuvres portables, les premiers objets qui témoignent de la pensée symbolique. Même au cœur d'un climat impitoyable, l'homme cherchait à donner un sens à sa présence. Vivre à cette époque n'était jamais anodin. Chaque chasse pouvait coûter la vie. Chaque hiver pouvait décimer un clan entier. Et pourtant, ces communautés tenaient bon. Elles apprirent à coopérer, à unir leurs forces contre les fauves, à partager la viande et les peaux. Elles s'adaptèrent aux migrations, suivant les troupeaux comme des ombres patientes. Elles découvrirent qu'ensemble, elles pouvaient affronter des adversaires bien plus puissants qu'elles. Ce chapitre de l'âge de glace révèle une vérité essentielle. Notre fragilité fut notre force. Là où les géants comptaient sur leur taille et leur puissance, l'homme misait sur sa mémoire, sa créativité, son esprit collectif. Dans le froid et la peur, il forgeait des liens, il inventait des histoires, il sculptait des outils, il apprenait à se projeter vers l'avenir. C'est ainsi que, lentement, il commença à dominer un monde qui semblait pourtant trop vaste pour lui. Et si les glaciers formaient le décor monumental, et si les mammouths donnaient l'échelle, ce sont bien ces petites flammes humaines, tremblantes mais tenaces, qui illuminaient l'âge de glace. Dans la section suivante, nous plongerons au cœur de cet immense écosystème. La steppe à mammouths, royaume de l'abondance et de la rudesse, théâtre où se jouaient les plus grandes scènes de la vie glaciale. Au cœur de l'âge de glace s'étendait un monde à part, vaste et singulier, que les scientifiques appellent aujourd'hui la steppe à mammouths. Ce n'était ni une forêt sombre, ni une toundra aride, mais une mer infinie d'herbes et de fleurs basses, balayée par des vents glacés. Cet écosystème, immense et fertile malgré son apparente rudesse, fut le véritable théâtre de la vie. C'est là que les plus grandes foules animales de l'histoire terrestre se déplaçaient en cadence, dessinant des paysages mouvants, faits de sabots, de défense et de rugissements. Imaginez un horizon sans fin. Le ciel pâle, souvent voilé de poussière soulevée par les vents, laisse filtrer une lumière crue. Sous vos yeux, des herbes coriaces tapissent le sol, capables de pousser dans des sols pauvres et gelés. Ces plantes, discrètes et résilientes, formaient pourtant la clé de voûte d'un système colossal.
car c'est elle qui nourrissait les troupeaux innombrables de mammouths, de bisons, de chevaux sauvages et de rennes qui parcouraient ces étendues. Les mammouths, figures emblématiques de cette steppe, avançaient en longues colonnes, leurs silhouettes massives se découpant dans le vent chargé de neige. Autour d'eux, des bisons musclés se regroupaient en masse compacte, défiant le froid en formant des remparts vivants. Les chevaux, plus petits et trapus que ceux que nous connaissons aujourd'hui, galopaient en bandes serrées, leurs crinières fouettées par les rafales, et parmi eux se dressaient parfois des rhinocéros laineux, lourds et puissants, dont les cornes servaient à repousser la neige pour atteindre l'herbe cachée. Mais cette abondance attirait aussi une cohorte de prédateurs. Sur les lisières des troupeaux, les dire-wolves suivaient la cadence, flairant la moindre faiblesse. Les lions des cavernes, majestueux et redoutables, se dissimulaient dans les herbes jaunies pour bondir en meute. Plus rares, mais tout aussi terrifiants, les tigres à dents de sabre guettaient l'instant d'abattre une proie isolée. Le sang et le froid se mêlaient dans une lutte incessante où la vie d'un animal n'était jamais assurée au lendemain. Pourtant, malgré cette dureté, la steppe à mammouths était l'un des environnements les plus riches que la planète ait connus. Sa productivité, incroyable pour une région glaciale, reposait sur la force des cycles. L'hiver plongeait les plaines dans un sommeil figé, mais dès le retour du soleil, les herbes renaissaient en quelques jours. Cette explosion de verdure nourrissait les géants et soutenait toute la chaîne alimentaire. C'était un équilibre fragile, mais d'une efficacité redoutable. Les hommes, eux aussi, firent de cette steppe leur domaine. Ils suivaient les migrations, installaient leurs campements près des points d'eau et traquaient les troupeaux comme des ombres. Chaque chasse était risquée. Affronter un mammouth ou un bison relevait d'un pari audacieux, mais la récompense était immense. Viande pour des semaines, os pour les outils, peau pour les abris. Dans ce monde de géants, l'homme n'était ni le plus fort ni le plus rapide, mais le plus inventif. C'est sur cette steppe que son intelligence se mesura à la force brute de la nature. Ce qui fascinait, c'était l'échelle. Tout semblait amplifié. Les troupeaux s'étendaient à perte de vue, les prédateurs rôdaient sans relâche, le vent soufflait sans jamais faiblir. Même le silence, entre deux tempêtes, paraissait colossal, comme si le monde retenait son souffle. La steppe à mammouth n'était pas seulement un lieu, c'était une expérience sensorielle. Un espace où la grandeur et la rudesse se mêlaient pour forger des destins. Et pourtant, ce royaume n'était pas éternel. Sa survie dépendait du froid. Tant que les glaciers maintenaient un climat sec et rigoureux, les herbes prospéraient, nourrissant les géants. Mais à mesure que les forêts progressèrent avec le réchauffement, la steppe recula, se fragmenta, jusqu'à disparaître presque totalement. Ce fut la fin d'un âge d'abondance, le crépuscule d'un monde façonné par l'herbe et le vent. Dans cette immensité disparue, l'humanité avait appris à survivre, à chasser, à se rassembler. La steppe à mammouths fut son école, son champ de bataille et son berceau. Et c'est de cette expérience que naquit une nouvelle confiance. La conviction que, même face aux forces les plus immenses, l'homme pouvait trouver sa place. La suite de notre récit montrera comment les glaciers, en avançant et en reculant, sculptèrent non seulement les paysages, mais aussi les chemins des migrations et le destin des civilisations à venir. Lorsque l'on contemple aujourd'hui les vallées profondes, les lacs immenses, ou les rivages escarpés du nord de l'Europe et de l'Amérique, il est difficile d'imaginer que ces paysages spectaculaires sont les cicatrices laissées par les glaciers de l'âge de glace.
car ces masses de glace, en avançant, puis en reculant au rythme des millénaires, ont été les véritables sculpteurs de la Terre. Elles n'ont pas seulement figé le monde, elles l'ont modelé, traçant dans la roche les lignes que nous suivons encore aujourd'hui. Imaginez un mur de glace épais de plusieurs kilomètres, avançant lentement, si lentement, qu'aucun humain n'aurait pu percevoir son mouvement à l'œil nu. Et pourtant, son poids broyait les montagnes, rabotait les collines et emportait avec lui d'énormes blocs de pierre arrachés comme de simples cailloux. Quand la glace reculait, elle déposait ces rochers loin de leur lieu d'origine. Aujourd'hui encore, on les appelle les erratiques glaciaires. D'immenses blocs posés au milieu d'une plaine, vestiges muets d'un voyage forcé. Les vallées, elles aussi, portent la signature des glaciers. Contrairement aux rivières, qui creusent des vallées étroites en forme de V, la glace sculptait des vallées larges, profondes, en U. Les Alpes, la Scandinavie, les Rocheuses et tant d'autres chaînes de montagnes montrent encore ce travail colossal. Des lacs gigantesques, comme les Grands Lacs en Amérique du Nord, ne sont rien d'autre que des bassins laissés par les glaces en retraite. Ainsi, les glaciers furent à la fois des destructeurs et des créateurs, effaçant des reliefs pour en dessiner de nouveaux. Mais l'influence des glaciers allait bien au-delà de la roche. Elle s'étendait jusqu'aux océans. Chaque fois que des milliards de tonnes d'eau se transformaient en glace, le niveau de la mer baissait de plus de 100 mètres. D'immenses plaines côtières, aujourd'hui englouties, se dévoilaient alors. L'Europe et la Grande-Bretagne, séparées par la Manche de nos jours, étaient reliées par une terre que l'on appelle Doggerland. L'Asie et l'Amérique du Nord, elles, étaient unies par la Béringie, ce vaste pont de glace et de steppe qui permit aux premiers hommes de franchir le détroit de Bering. Imaginez ce corridor immense, balayé par les vents, traversé par des troupeaux de bisons et de mammouths, suivi de près par des groupes de chasseurs. Chaque pas sur cette terre nouvelle rapprochait l'humanité d'un nouveau continent, d'un avenir insoupçonné. Sans la Béringie, l'histoire des Amériques aurait été bien différente. Les glaciers, en enfermant l'eau et en abaissant les mers, offrirent aux hommes des routes qu'ils n'auraient jamais trouvées autrement. Et les océans eux-mêmes se transformaient. Plus froids, plus salés, leurs courants se modifiaient, redistribuant la chaleur sur la planète. Ces changements n'étaient pas anodins. Ils influençaient la durée des hivers, la violence des tempêtes et parfois même la survie des espèces. Le climat de la Terre, déjà fragile, devenait une immense machine réglée par la respiration des glaces. Là encore, l'homme n'était pas spectateur passif. Il suivait ces transformations, s'adaptant à chaque nouvel obstacle. Quand les forêts reculaient, il s'avançait sur la steppe. Quand de nouvelles rivières naissaient, il les empruntait comme des chemins naturels. Ses migrations, ses abris, ses habitudes de chasse, tout dépendait de cette géographie mouvante. Chaque glacier en mouvement redessinait la carte du monde, et avec elle, les destins humains. Ce que nous appelons aujourd'hui paysage n'était à l'époque qu'un champ de bataille entre la glace et la pierre, entre l'océan et la terre. Les glaciers n'ont jamais été de simples masses gelées, ils étaient les artistes titanesques qui sculptaient le visage de la terre, lui donnant la forme que nous connaissons encore. Et pourtant, ces forces n'étaient pas toujours lentes et silencieuses. Parfois, elles se déchaînaient en cataclysmes brutaux. Lacs retenus par la glace, qui éclataient soudain, inondations colossales qui remodelaient les continents en quelques jours. Dans la prochaine étape de notre récit, nous plongerons dans ces crises, ces soubresauts inattendus
qui faisait trembler la terre entière, et qui rappelait aux hommes, comme aux bêtes, que rien, dans ce monde glacé, n'était jamais acquis. À première vue, l'âge de glace pourrait sembler une lente respiration de la planète, une alternance tranquille de froid et de réchauffement. Pourtant, derrière cette apparente régularité, le climat se montrait parfois brutal, imprévisible, capable de bouleversements soudains. C'étaient des crises, des secousses, des cataclysmes qui, en quelques années ou décennies seulement, pouvaient transformer radicalement l'existence des êtres vivants. Parmi ces bouleversements, certains avaient l'allure de véritables drames cosmiques. Imaginez un lac immense, gonflé par la fonte des glaciers, retenu derrière un mur de glace fragile. Pendant des siècles, l'eau s'accumule, en silence, patiente, attend. Puis un jour, la digue cède. En quelques heures, des torrents monstrueux s'élancent à travers les plaines, emportant rochers et forêts, creusant de nouveaux lits de rivières. Des vallées entières sont inondées, et les paysages, façonnés en millénaires, sont remodelés en un instant. Ce sont les fameuses inondations cataclysmiques qui laissèrent derrière elles des canyons abrupts et des champs de pierre éparpillés comme par une main géante. Mais l'eau n'était pas le seul déclencheur de chaos. Le feu aussi participait au destin du froid. Les volcans, lors d'éruptions massives, projetaient dans l'atmosphère des nuages de cendres et de gaz qui voilaient le ciel. Pendant plusieurs années, le soleil semblait s'éteindre, ses rayons affaiblis par cette couverture opaque. Les températures chutaient brusquement, les récoltes naturelles s'effondraient, et les cycles migratoires des animaux se brisaient. Pour les hommes et les femmes du Paléolithique, ces phénomènes devaient apparaître comme des signes surnaturels, incompréhensibles et terrifiants. Les océans, eux aussi, entraient parfois dans la danse. Leurs courants, sensibles aux moindres variations de température et de salinité, se réorganisaient en silence. En quelques décennies, la chaleur se déplaçait d'un hémisphère à l'autre, plongeant certaines régions dans un froid glacial, tandis que d'autres connaissaient un climat plus doux. Les hommes qui vivaient au bord des côtes voyaient les ressources marines se déplacer ou disparaître, et devaient constamment s'adapter à un océan qui ne cessait de changer. Un épisode en particulier marqua l'histoire du climat, le Dryas récent, il y a environ 12 000 ans. Alors que le monde semblait se réchauffer pour de bon, le froid revint brutalement. Les glaciers, déjà en retraite, stoppèrent leur recul, et certains avancèrent même de nouveau. Pendant plus d'un millénaire, l'humanité connut une ultime morsure de l'hiver, comme si la terre refusait de céder au printemps définitif. Pour les chasseurs-cueilleurs qui voyaient les troupeaux disparaître et les forêts reculer, ce fut une épreuve de survie sans précédent. Face à ces secousses, la vie avait deux choix, s'adapter ou disparaître. Beaucoup d'espèces résistèrent, modifiant leur comportement, changeant de territoire, inventant de nouvelles stratégies. Mais d'autres, prisonnières de leur propre spécialisation, s'éteignirent. Dans chaque bouleversement, la Terre redessinait les règles du jeu, et l'homme, fragile mais inventif, apprenait à lire ces changements, à anticiper, à se préparer. Chaque crise devenait pour lui une école, un avertissement gravé dans la mémoire collective. Ce qui impressionne, c'est l'échelle de ces phénomènes. À l'échelle humaine, tout semblait stable. Une génération naissait et mourait sans percevoir le moindre frémissement du climat. Mais soudain, en l'espace de quelques hivers, tout basculait. Les rivières changeaient de cours, les plaines fertiles devenaient des déserts gelés, les forêts cédaient la place à la glace. C'était une démonstration brutale de la puissance de la Terre, rappelant que rien n'est jamais acquis,
que même les équilibres les plus solides pouvaient se rompre en un instant. Pour les hommes, ces bouleversements n'étaient pas seulement des épreuves physiques. Ils nourrissaient aussi leur imagination, leurs mythes, leurs récits. Les souvenirs transmis autour des feux de camp pouvaient devenir, des millénaires plus tard, des légendes de déluge ou de dieux en colère. Ainsi, dans les cataclysmes de l'âge de glace, se dessinent peu être les racines mêmes de nos grandes histoires fondatrices. Et tandis que la Terre oscillait entre glaciation lente et crise brutale, une autre transformation se préparait. Peu à peu, les grands troupeaux s'affaiblissaient, les prédateurs perdaient leur terrain de chasse, et les équilibres qui avaient fait la force de la steppe à mammouth commençaient à vaciller. Dans la prochaine étape, nous verrons comment ce monde de géants s'achemina vers son crépuscule, et comment l'homme, armé de ses outils et de son ingéniosité, participa à cette bascule irréversible. Le monde des géants, qui semblait éternel, entra un jour dans son crépuscule. Les mammouths, les rhinocéros laineux, les lions des cavernes, les tigres à dents de sabre, toutes ces créatures qui incarnaient la puissance de l'âge de glace allaient peu à peu disparaître. Ce n'était pas une extinction brutale en un seul instant, mais une lente agonie étalée sur des millénaires, où chaque génération voyait le monde s'appauvrir un peu plus. Les plaines se vidaient, les forêts s'étendaient, et la symphonie des pas tonitruants des troupeaux s'effaçait dans le silence. La cause de cette fin n'est pas unique, mais multiple. Le climat fut le premier grand artisan de ce déclin. Avec le retrait progressif des glaciers, les steppes immenses qui avaient nourri les troupeaux se rétrécirent. Les herbes résistantes cédèrent la place aux arbres, aux forêts denses, qui ne pouvaient plus soutenir les immenses populations d'herbivores. Les mammouths, conçus pour fouler des plaines ouvertes, se retrouvèrent enfermés dans des espaces réduits, contraints de parcourir des distances toujours plus longues pour trouver leur subsistance. Mais la nature seule n'explique pas tout, car dans cette équation s'ajoutait un nouvel acteur, de plus en plus habile, de plus en plus audacieux. L'homme, armé de pointes de silex, puis de saguets, il n'était pas seulement un prédateur parmi d'autres. Sa force résidait dans sa stratégie, dans sa capacité à coopérer, à tendre des pièges, à traquer sans relâche. Chasser un mammouth n'était plus un exploit isolé. C'était devenu une pratique répétée, organisée, transmissible d'une génération à l'autre. Chaque chasse réussie nourrissait tout un clan, mais chaque chasse fragilisait un peu plus les troupeaux déjà affaiblis par la perte de leur habitat. Dans certaines régions, les preuves sont saisissantes. En Sibérie, des carcasses de mammouths retrouvées dans le permafrost portent encore les marques nettes de blessures infligées par des armes humaines. En Amérique du Nord, des sites entiers témoignent d'abattages massifs, où les ossements brisés et brûlés racontent l'histoire d'une chasse collective. C'est l'une des premières fois dans l'histoire que l'homme, encore numériquement faible, commençait à peser sur l'équilibre global d'un écosystème. La disparition des géants eut des conséquences dramatiques. Sans les grands herbivores pour brouter et maintenir les plaines ouvertes, la forêt s'étendit plus rapidement, transformant radicalement les paysages. Les grands prédateurs, privés de leur proie principale, s'éteignirent à leur tour. Les lions des cavernes, les tigres à dents de sabre et les loups géants disparurent dans un silence presque total. C'était un effondrement en cascade, une chaîne brisée dont chaque maillon entraînait le suivant. Pourtant, quelques survivants subsistèrent un temps, comme des échos fragiles d'un âge disparu. Sur l'île Vrengel, au nord de la Sibérie, une petite population de mammouths parvint à survivre pendant des millénaires après l'extinction de leurs semblables. Plus petits, plus fragiles,
Isolés sur leur territoire insulaire, ils prolongèrent l'histoire des géants jusqu'à une époque étonnamment récente. Mais eux aussi finirent par céder, laissant derrière eux seulement leurs ossements blanchis et leurs défenses brisées. Pour l'homme, en revanche, cette transition fut un tournant décisif. La fin de l'âge de glace coïncida avec l'émergence de nouveaux modes de vie. Les forêts, riches en fruits, en gibier plus petit, en cours d'eau poissonneux, offraient des ressources différentes. Lentement, les groupes humains commencèrent à se sédentariser, à expérimenter avec les plantes, à apprivoiser les animaux. Ce fut la naissance des premiers villages, des premières formes d'agriculture. Le froid s'atténuait, les glaces reculaient, et l'humanité découvrait un nouveau rôle, celui de bâtisseur plutôt que simple chasseur. Ce basculement porta en lui une double vérité. Pour les géants, ce fut une tragédie, la fin d'un monde qui avait dominé des millions d'années. Pour l'homme, ce fut une opportunité, une porte ouverte vers la civilisation. La steppe à mammouth s'effaçait, mais en disparaissant, elle laissait la place à une ère nouvelle, celle où l'humanité allait prendre les rênes de son destin. Dans la prochaine et dernière étape de notre récit, nous explorerons l'héritage de cette époque. Car si l'âge de glace a pris fin, il a laissé derrière lui des cicatrices visibles dans nos paysages, des échos dans nos mythes, et jusque dans notre propre ADN. L'âge de glace appartient au passé, et pourtant il ne nous a jamais vraiment quittés. Ses empreintes sont partout autour de nous, inscrites dans les paysages, gravées dans les pierres, figées dans les glaces éternelles. Lorsque vous contemplez les vallées en nu des Alpes, lorsque vous marchez le long des rives des grands lacs en Amérique du Nord, ou lorsque vous croisez un bloc de granit solitaire posé au milieu d'un champ, vous êtes face aux cicatrices de cette époque. Ce sont des vestiges silencieux, mais tenaces, du travail titanesque des glaciers. La glace fut sculpteur, mais elle fut aussi gardienne. Enfouie dans les profondeurs de l'Antarctique ou du Groenland, des bulles d'air millénaires dorment encore, captives de la glace. Elles conservent la mémoire du ciel d'autrefois, la composition de l'atmosphère, les poussières des volcans éteints. En les étudiant, les scientifiques lisent un livre écrit par la planète elle-même, page après page, hiver après hiver. L'âge de glace n'est donc pas seulement un souvenir, c'est une archive vivante, ouverte à qui sait l'interpréter. Mais l'héritage ne se limite pas aux paysages et aux glaces. Il se trouve aussi dans les animaux qui nous entourent. Le bison, le renne, le bœuf musqué sont les descendants directs des troupeaux qui bravaient autrefois les blizzards. Même les éléphants d'Afrique et d'Asie portent en eux l'écho des mammouths, leurs cousins disparus. Quant aux renards arctiques et aux chouettes des neiges, ils perpétuent encore aujourd'hui les stratégies de survie inventées dans le froid extrême. À travers eux, l'âge de glace respire encore. Et nous-mêmes, dans nos gènes, dans notre mémoire collective, nous portons aussi les traces de cette époque. Nos ancêtres ont traversé des continents par des ponts de terre aujourd'hui engloutis, comme la Béringie. Ils ont inventé l'art, le feu domestiqué, les premiers abris complexes. Ces expériences, forgées dans la rudesse du climat, sont devenues les fondations de ce que nous sommes. Autour des feux de camp, les histoires racontées pour conjurer la peur ont ouvert la voie aux mythes, aux religions, aux cultures. Les Vénus sculptées et les peintures rupestres sont les premiers pas d'une humanité qui cherchait déjà à comprendre sa place dans l'univers. L'âge de glace nous laisse aussi une leçon plus subtile, celle de l'impermanence. Rien n'est stable, ni les continents,
ni les climats, ni les créatures qui les peuplent. Des empires de glace ont couvert la moitié du globe, puis se sont retirés. Des bêtes géantes ont dominé, puis se sont éteintes. Et nous-mêmes, héritiers de ce monde, ne sommes qu'un chapitre de cette longue histoire. La Terre a toujours changé, et elle changera encore. C'est peu, être cette conscience qui suscite chez nous un mélange d'admiration et de vertige. Car l'âge de glace n'était pas seulement une époque de froid, c'était un laboratoire de vie, un creuset où se sont forgées les adaptations, les innovations et la résilience qui définissent encore aujourd'hui la planète et ses habitants. Alors, la prochaine fois que vous marcherez dans une vallée sculptée par les glaciers, que vous observerez les migrations des rennes ou que vous sentirez le froid mordant d'un hiver rigoureux, souvenez-vous, vous touchez du doigt un héritage ancien. L'âge de glace est révolu, mais son souffle persiste. Dans le vent, dans la pierre, dans la mémoire de l'humanité. Ce voyage que nous venons de parcourir nous a montré un monde disparu, mais aussi un monde qui vit toujours en nous. Et si l'histoire de l'âge de glace s'est achevée il y a des milliers d'années, son récit continue à s'écrire dans chaque paysage, dans chaque espèce, dans chaque battement de cœur humain. Car l'âge de glace, loin d'être une fin, fut un commencement.